Mesdames et messieurs, bonjour à tous, bienvenue, on est parti pour une petite vidéo de news et les news, elles sont massives. C'est des grosses news et dans les deux sens. Il y a des belles et grosses news positives et il y a des sales news bien négatives. Donc on va naviguer avec tout ça, ça risque de durer un peu longtemps. Donc salut à tous, vous avez vu que ça commence déjà à troller fort et vite. Donc YouTube, si vous voulez nous joindre sur Twitch, on est de plus en plus, c'est la folie, tout le monde est content. Donc c'est avec plaisir si vous voulez nous joindre, lien dans la description. Donc là, au début, on va parler un peu du market et les grosses news, ça sera principalement sur la Turquie, sur la Russie, sur les jeux vidéo et principalement le market. Aujourd'hui, on a une petite accalmie, donc c'est bien, ça fait plaisir. Mais malgré ça, malgré cette accalmie, il se passe toujours rien de particulier. Parce que on baisse, on reprend, on baisse, on reprend. Et en fait, comme on dit depuis un petit moment, là, on travaille la zone. Donc, qui dit compression de la volatilité dit que ça peut aussi péter à un moment. C'est aussi possible. En tout cas, ça peut nous emmener là pendant encore un certain temps jusqu'à que les derniers puissent lâcher l'affaire et que les derniers vendeurs seront sortis. Là, on sera tranquille et on pourra repartir à peu près tranquillement. En tout cas, on travaille encore la zone de support, mais nuage, toujours là en haut à droite de l'écran, vous voyez un nuage avec de la pluie, ça veut dire que le marché, je pense, enfin ça c'est juste mon avis perso, qu'il est encore orienté à la baisse, même si on peut prendre des achats qui sont prématurés et tout ça, mais pour l'instant on n'est pas sûr que le marché il reparte pour du moyen long terme. Donc pour l'instant, on est encore baissier, mais on attend. Et de toute façon, moi perso, j'ai pris mes trucs par anticipation. Maintenant, on travaille, ça baisse, ça monte. En tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a un petit comeback. Mais finalement, on est à peine au prix de il y a 2 jours, hein, il y a 3 jours. Donc au final, c'est du non-sens. Il ne se passe pas grand-chose. Après, on voit que toujours, il y a toujours des acteurs qui gagnent plus que les autres. Et généralement, c'est ceux qui ont la lumière sur eux. Donc vous pouvez voir Atom qui fait un plus 12, vous pouvez voir FTM qui fait un plus 6, le Glimmer qui fait un plus 6. Enfin, c'est les coins qui sont un peu forts et il y a le DYDX. Ça, c'est bien ça. Ça, c'est un bon projet qui, je pense, qui est encore bien sous-évalué. Ça, c'est très intéressant le DYDX parce que lui, il a des gros flux et des gros volumes et pourtant, son coin, il est encore bien bas par rapport au volume qu'il traite. Donc bon, à suivre, mais en tout cas pour le market, c'est bien, il y a une petite accalmie, ça fait plaisir. Et là, on voit que tout de suite, quand c'est le cas, dans le chat, ça s'excite un petit peu et ça fait plaisir. Alors, la première des grosses news, c'est sur les jeux vidéo. Et notamment, le cours d'Ubisoft qui s'envole en bourse suite à l'annonce du rachat d'Activision. Donc, Activision, c'est Blizzard. Blizzard, c'est Assassin's Creed, Call of Duty, World of Warcraft, ces jeux-là, quoi. Et Candy Crush aussi. Ah, je le savais pas ça. Il y a Candy Crush. Candy Crush, ça génère beaucoup de monnaie. Hein. Faut pas croire, mais le vieux jeu là, sur téléphone, il y a des gens, ils passent des jours là-dessus. Et je vois dans le chat, Zoulette dans la brouette, Hearthstone surtout. Et exactement, Hearthstone. D'ailleurs, tiens, je fais une parenthèse, mais Hearthstone, c'est le typical jeu qui pourrait être transmis sur la blockchain avec des NFT. Avec là, et ça améliorerait même la valeur du jeu parce que typiquement, ce jeu Hearthstone, si vous avez des cartes, et ben, dans le jeu, vous pouvez dire combien il y a de cartes qui ont été distribuées et tout de suite, on connaît la valeur de la carte. Alors que ça, sur Hearthstone, on ne le sait pas. Vous avez une carte gold commune, enfin, on ne sait pas il y en a combien. Donc du coup ça, c'est le typical jeu qui peut être tokenisé sur la blockchain avec les NFT et tout. Et Zoulade dans la brouette qui continue avec des excellents commentaires comme ça, comme God, c'est pas le God que vous pensez, hein, c'est Gods, le dieu, Unchained, je sais pas comment ça se dit en anglais, effectivement c'est aussi un jeu, mais là ça appartient pas à Blizzard, donc c'est du hors sujet. Donc, enfin, sauf erreur de ma part, je pense que ça n'appartient pas à Blizzard. Donc là, par contre, ce qui est intéressant, et c'est ça qui nous intéresse surtout, c'est que, en fait, le prix qui s'est vendu, l'action, c'est-à-dire l'entreprise, Activision, Blizzard, le prix s'est vendu pour 70 milliards de dollars. Donc là, on est sur des gros chiffres. Et donc, on peut aussi comparer ces chiffres de vente au market cap. Mais là, de toute façon, je ne suis pas là pour vous faire une analyse. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est Ubisoft. Pourquoi ? Parce que Ubisoft, déjà, je vous en avais parlé au mois de novembre, ou même, non, fin octobre, je vous en avais parlé fin octobre.
Et je vous avais dit que moi j'avais bien aimé, que c'était intéressant et tout ça. Et en fait, si on se base sur la valeur de l'entreprise, c'est-à-dire avec la méthode des multiples, en fait, si vous voulez, la valeur d'une entreprise et le prix d'une entreprise et d'une action, la valeur et le prix sont deux choses différentes. Ça, c'est de la finance d'entreprise de base, je vous fais la parenthèse, mais en gros, là, l'entreprise, ils ont valorisé l'entreprise avec la méthode des multiples. Donc en fait, ils prennent le chiffre de rentabilité. Alors, il y a plusieurs types de rentabilité. Généralement, ils prennent l'EBITDA, donc le BITDA pour... En fait, c'est le résultat avant l'exploitation. C'est de l'exploitation, mais avant le résultat d'exploitation. Enfin bref, peu importe. Je vous passe le détail. Mais en gros, selon cette valeur-là, si on appliquait le même calcul à l'entreprise Ubisoft, eh ben, ça voudrait dire que le prix de l'action Ubisoft, il vaudrait 121 €. Et là, c'est en euros. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? En fait, si on se base sur cette méthode de calcul de valorisation de l'entreprise, ça voudrait dire que le prix de l'action Ubisoft, il serait fortement sous-évalué à l'heure actuelle. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous le montre, mais en gros, ça fait boum, boum, boum. En fait, là, la news, elle a eu lieu là. Et en fait, attention, mais quand vous avez un plus 11,87, comme vous pouvez voir un petit peu au-dessus là de la souris, quand vous avez un plus 11,87 en bourse, mais c'est comme un plus 140% en crypto si vous voulez. Parce qu'en bourse, tout est très lent, tout est très long. Et on peut attendre des mois et des mois et des années avant d'avoir un rendement. Et là, quand on voit ça, plus 11 sur une entreprise qui est déjà capitalisée plusieurs milliards, ça c'est beaucoup en bourse. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous en avais parlé à l'époque. Oui, c'est ça, c'était le 30 octobre. Et en plus, il y a du monde qui avait vu la vidéo. Donc logiquement, ceux qui avaient vu la vidéo, je leur avais dit qu'à ce moment-là, là, le 30 octobre, où je vous montre le graphique, à ce moment-là, c'était intéressant. Et là, moi, j'en avais acheté beaucoup. Et je sais que, et c'est pour ça que je vous en parle, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont suivi. Parce que j'ai reçu pas mal de messages là, aujourd'hui, hier, ouais, merci, du lourd, Ubisoft et tout. Sauf que avant d'en arriver là, on s'était mangé quand même une petite perte. Parce que quand on a acheté à 43,54, donc moi j'ai acheté à 43,56 là, à la zone verte, et j'attendais même si ça baissait, donc c'était vers là qu'on avait acheté, et même si ça baissait encore en dessous, j'attendais la deuxième target à 29, et s'il fallait une troisième target à 11. Donc moi, je sais que c'est la bourse, ça sert à rien de... On est sur des trucs qui vont durer plusieurs années, plusieurs mois, donc patience. Et en fait, le truc, c'est que là, c'est bien parce que ça inverse en fait le flux. Et on voit qu'en bourse, ça se passe comme ça en bourse, si vous voulez, ça fait un an que ça baisse, ok? Si vous regardez là, le 20 janvier, donc le 20 janvier 2021, et aujourd'hui on est le 20 janvier 2022, donc là ça c'est un an de cotation, et ça n'a fait que de baisser. Et en fait, si vous regardez dans l'autre sens, en fait, là, à partir de là, et encore un an avant ça, pendant un an, ça faisait que de monter. Donc, si pendant un an, ça fait que de monter, après pendant un an, ça fait que de baisser, et qu'on a attrapé le bottom, et quand je vous dis le bottom, c'est le vrai bottom, parce que depuis 2017, donc ça fait déjà 5 ans, depuis 2017, il n'y avait jamais eu des prix comme ça. Et du coup, on a réussi à choper le bottom de chez bottom, ça c'est propre. Après, rien n'est gagné, bien sûr, parce que de toute façon, moi, je vendrais rien, jusqu'au la zone là des 78-80 $. Là, j'ai mis la résistance à 86. Ça ne veut pas forcément dire que c'est là que je vais vendre, ok? Mais c'est pas grave. Même si demain matin, ça se retourne et je me fais rect, je m'en fous. Je le garde. Ubisoft, j'aime bien. Comme je disais, je tiens le même discours, mais Ubisoft, ils font des bons jeux. Far Cry, tout ça, à Noël, je les achète pour faire des cadeaux. Je joue, j'aime bien. Donc, j'aime bien, il faut acheter. Et maintenant que c'est plus moi qui le dis, mais que maintenant, des analystes disent que selon la méthode des multiples, c'est écrit là, hein, un truc de fou. Donc là, c'est pas moi qui le dis, c'est Charles-Louis Planade du cabinet Midcap Partner. Donc ça, c'est un peu les anciens, là, les El Famoso analystes, recommandations des analystes. Il nous dit un truc de fou. Les grandes manœuvres se poursuivent. Ubisoft est-il le prochain sur la liste? Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà une vente avant d'une grosse boîte des jeux vidéo. Et là, c'est la deuxième grosse boîte qui se vend en peu de temps. Et ils disent un truc de fou, les grandes manœuvres se poursuivent. Ubisoft est-il le prochain sur la liste? Peut-être que si Ubisoft, attention, hein, si Ubisoft il se fait revendre en bourse,
il peut très bien faire un plus 80% en 24 heures. Et c'est ce qui s'était passé, pareil pour les plus anciens qui m'ont suivi, c'est ce qui s'était passé pour Iliad, l'action Free. Et là, en fait, vous avez lui aussi, c'est un manipulateur, hein, mais je parle au niveau de la bourse. En fait, vous aviez le patron d'Iliad. En fait, il a racheté les titres. Il a fait une OPA, il a fait un rachat de tous les titres. Et en fait, ça valait 40 et il est racheté à 80, à tout le monde. Du coup, pareil, en quelques semaines, on a pu faire un x2. Mais un x2 en bourse, c'est l'équivalent d'un x10 en crypto. C'est pas du tout le même délire. Hein. Donc c'est parce que eux là, les mecs comme Charles-Louis Planade, les gens comme eux, enfin les El Famoso analystes financiers, eux, ils sont capables de vous faire des grands discours et tout pour gagner 2% ou 3% annuel. Hein. C'est ça la réalité. Donc là, bon, c'est cool que voilà, ils chillent un peu, c'est du chill, hein, clairement. Et ils disent que Ubisoft est le prochain sur la liste. Sur les multiples de transactions reflétées par la transaction, Ubisoft serait valorisé 15 milliards d'euros. Donc en gros, ça représente 121 euros par action. Donc c'est très bien. Qui chill un petit peu, c'est très bien. Et en fait, on voit que j'avais été voir sur Zone Bourse, mais en fait, du coup, là, depuis ce qui s'est passé, il y a plein de news sur Ubisoft. Et du coup, c'est intéressant. Après, Ubisoft, là, niveau crypto, sur Ubisoft, ils se sont bien fait cracher à la figure par tous les influenceurs des jeux vidéo qui n'aiment pas leur approche par rapport aux NFT. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. C'est un autre sujet, mais en fait, aujourd'hui, la communauté crypto, elle est très enthousiaste et elle est très bienveillante, sauf quand les prix baissent. Mais bon, en ce moment, la communauté, elle est un peu trash, hein, si on peut dire, mais de manière générale, la communauté crypto est une communauté qui est très bienveillante. Et en fait, on a vu arriver toute la communauté des personnes qui sont dans les jeux vidéo. Et là, tout de suite, ils ont bâché les NFT. Et c'est à tel point que c'était limite une dictature. C'est-à-dire celui qui disait qu'il aimait bien les NFT dans le domaine de jeux vidéo, il était pointé du doigt et il était limite rejeté, etc. Et un truc de fou. Hein. Donc pour l'instant, ça va être difficile pour les entreprises de rentrer des NFT dans les jeux vidéo. Mais ça c'est à cause de ce qui se passe actuellement sur les influenceurs qui veulent juste gagner leur argent en NFT et qui fait de la mauvaise pub hein, au final. Bon, voilà pour Ubisoft. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Le fait que Activision Blizzard soit racheté par Microsoft à des prix franchement bien élevés. Donc ça, good news. Ensuite, j'ai une news, et là, elle est sympa, mais je vais juste vous passer une vidéo. Et là, vous allez voir, c'est Francis Ngannou qui annonce qu'il va recevoir la moitié de son salaire de l'UFC en Bitcoin. Et ça, c'est avec un partenariat Cash App. Bon, c'est une pub, hein. C'est une pub déguisée pour Cash App. Mais regardez, s'il vous plaît, ce qui est intéressant, c'est que là, déjà, là, juste le tweet, là, il a 500 000 vues. Donc, on regarde la vidéo. After doing a lot of research on Bitcoin, I really believe that is the future of money, man. Bitcoin is valuable, secure. No one can mess with it. That's why I'm taking half of my next UFC purse in Bitcoin. Thanks to Cash App. I want to make Bitcoin more accessible to you all. So to match my commitment and make Bitcoin more accessible to you all, I'm giving out 300,000 worth of Bitcoin. Just drop your cash tag with hashtag pay in Bitcoin and follow Cash App now for your chance to own your own Bitcoin yourself. After doing a lot of research on Bitcoin, I really... On dirait qu'il nous troll un petit peu parce que quand il dit il dit un truc de fou dès la première phrase, il dit after doing a lot of research on Bitcoin. C'est-à-dire après avoir fait plein de recherches sur le BTC, je vous annonce que je vais recevoir la moitié de mon salaire en Bitcoin, que c'est super, que c'est machin et tout. Et bien sûr, c'est Cash App et tout. Alors là, il y a Damayero, il me dit je sais pas si c'est super cette news en réalité. Après, bon, c'est sûr, on avait Maria Carré qui avait fait la même chose, hein, souvenez-vous, à l'époque. Il avait fait exactement le même truc et je pense même que c'était avec cette application-là ou un concurrent. Donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mauvais? Je sais pas, mais en tout cas, on parle du BTC et ça influe sur une adoption. Les gens ils voient ça, ils disent oh Bitcoin, bon. Au moins ils entendent parler du Bitcoin. Après, est-ce que c'est le signal d'alarme qui dit faut tout vendre? Ça, il n'y a que vous qui pouvez savoir ça. Mais en tout cas,
c'est bien, ça fait une petite publicité, on rabâche toujours aux gens, de plus en plus de personnes et de plus en plus de monde parlent du Bitcoin. Et d'ailleurs, vous voyez à droite de mon écran, dans les tendances, top tendances, vous avez le BTC. Donc c'est régulièrement que c'est le cas. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un stade où tout le monde sait ce que c'est le Bitcoin. Enfin, ou au moins on en a entendu parler. Après, ils ne savent pas réellement ce que c'est, mais au moins tout le monde en a entendu parler. Il y a RPDJ 253 qui dit « c'est bien pour l'adoption de masse ». Il a raison. Il a raison. Enfin, je pense qu'il a raison. Ensuite, on a une autre news, et là, c'est très important, et c'est le cœur du sujet. Donc là, on a une news. Bon, cette news-là que je vous montre, salut aux nouveaux abonnés. On a... donc là, c'est Bitcoin Magazine, mais celle que je vous montre là, c'est un truc qui date d'il y a 2 jours. Hein, ça date du 18 janvier. Mais c'est juste pour vous le rappeler, parce que je vous l'avais déjà dit. Le président du Salvador, donc Nayib Bukele, le fameux El Famoso dictateur cool. Donc ça, c'est un oxymore. Hein. Dictateur et cool, ça va pas ensemble, mais c'est fait exprès. C'est lui qui se fait appeler comme ça. Le mois dernier, le président turc a discuté de l'envoi d'une loi Bitcoin et crypto au Parlement alors que leur monnaie était en hyperinflation. Donc là, c'est ce dont je veux vous parler parce qu'en fait, ce qui est intéressant, à la limite, ça, on s'en fiche, mais c'est tout en haut. Le président salvadorien rencontrera le président turc ce jeudi. Et ce jeudi, c'est quand? C'est aujourd'hui. Donc l'occasion est toute trouvée pour vous parler de ça, parce que ça y est, ils se sont rencontrés, ils en parlaient, et potentiellement, la Turquie a des problèmes, j'y viens, mais potentiellement, ils ont parlé de quoi? Du BTC. Donc on va voir ça. Et là, on a, alors ça viendra après. Et là, on a du coup le Turc Erdogan. Donc là, c'est le président de la Turquie qui rencontre le leader salvadorien du Bitcoin en pleine crise économique. Là, c'est The Wall Street Journal qui dit ça. La Turquie a limité les paiements en actifs cryptographiques, mais est confrontée à des problèmes financiers croissants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? La Turquie, historiquement, la Turquie, c'est un pays, au niveau de la crypto, qui a eu une réglementation assez dure, assez stricte. Pas forcément plus dure ou plus stricte que les autres, hein, mais quand même, ils ont mis certaines limites et certains holà sur la crypto. Sauf que là, alors il y a des choses qui changent parce qu'en fait, si vous voulez, il y a des choses qui changent parce que si vous voulez, là je vous montre une news qui date du 27 décembre 2021 et le 27 décembre 2021, le président turc, il avait dit à ce moment-là, donc le 27 décembre, vous en fichiez, vous étiez entre Noël et le jour de l'an, vous aviez la tête un peu à l'envers, et moi aussi. Mais lui, pendant ce temps-là, le président turc, il avait dit, pendant cette période-là, que la loi sur la crypto-monnaie est en route vers le Parlement. Donc en fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit que... donc ça a été révélé lors d'une conférence de presse par le président turc, Recep Tayyip Erdogan. Il a déclaré qu'il s'attaquerait au secteur de la cryptographie en promulguant une législation, et là, écoutez bien, visant à promouvoir leur utilisation légale dans le pays. Je répète, c'est assez gros pour être souligné. Le président turc, M. Erdogan, a déclaré qu'il s'attaquerait au secteur de la cryptographie en promulguant une législation. Donc une législation, c'est une loi visant à promouvoir leur utilisation légale dans le pays. Donc ça, c'est balèze. Parce que là, aujourd'hui, avant, on était passé dans les années 2010, 2009, 2011, 2012. C'était 2-3 geeks un peu illuminés qui utilisaient le BTC. Puis après, 2 ans après, quelques drogués sur The Silk Road qui utilisaient ça. C'est pas moi qui dis ça, c'était les médias. À une période où maintenant, on a des pays qui veulent adopter cette cryptographie pour une monnaie en leur donnant un cours légal, une utilisation légale dans le pays. Donc ça, c'est une loi qu'il a mis au Parlement, ça va demander du temps, etc. etc., etc. Donc ça c'est quand même game changer. Ça, c'est un truc de ouf. Hein. Parce que là, c'est plus le tout petit pays Salvador, où je sais pas combien il y a d'habitants au Salvador et ni combien ça pèse, mais c'est pas grand-chose, si vous voulez, le Salvador. Mais là, la Turquie, ça commence à être autre chose. Et en fait, pourquoi ça? Alors, ce que je vous disais, donc ça, c'est maintenant.
c'est qu'il réfléchit. Il réfléchit, hein, c'est-à-dire qu'il a envoyé ça au Parlement et c'est en train de discuter au moment où on parle. Ça va mettre du temps, etc. Ça ne veut pas dire que ça va être accepté. Ça veut dire que c'est en train d'être discuté et réfléchi par le Parlement. C'est tout. Après, c'est à noter que déjà, rien que cette news-là, du point de vue de la législation en Turquie, ça change beaucoup. Parce que dans le passé, et là c'est un rappel, c'est Reuters a rapporté que la Banque centrale turque avait interdit la crypto pour les paiements en avril. Et en septembre, le vice-ministre turc des Finances a déclaré que des réglementations sur les classes d'actifs seraient introduites. Donc c'est un pays qui est très contraignant sur la crypto. Et là, c'est la Banque centrale turque qui avait interdit. Mais lui, Erdogan, en plus, c'est marrant, ça tombe bien, c'est écrit. De plus, si le président n'a pas exclu de changer l'attitude du pays sur les cryptographies, il a déclaré d'une conférence de presse qu'il ne visait pas à promouvoir leur acceptation. Donc là, dans le passé, ils étaient contre, et même le président, même lui, même Erdogan, il était contre, puisqu'il disait qu'il ne visait pas à promouvoir leur acceptation. Donc c'était il y a un an, et là il commence à changer d'avis par rapport à ce qui est en train de se passer en Turquie. Et donc maintenant que je vous expliquais dans le passé que la Turquie, ils étaient très stricts envers la réglementation et sur les cryptos, et que maintenant ils réfléchissent même, donc ils passent tout noir à tout blanc, hein. Et donc maintenant ils réfléchissent même à faire en sorte que la crypto pourrait devenir une monnaie nationale en Turquie. Maintenant la question qu'il faudrait voir, c'est pourquoi. Pourquoi? Et ça, certains en ont déjà entendu parler, mais en fait, si vous voulez, en Turquie, ils ont eu beaucoup de problèmes. Et ils ont eu beaucoup de problèmes. En fait, si vous voulez, déjà, il y a un premier point, et là, je lis le Wall Street Journal, hein. La Banque centrale de Turquie a maintenu son taux de référence à 14%. Ok? Donc, ils ont des taux à 14% en Turquie. Et donc, en fait, si vous voulez, en Turquie, ils subissent ce qu'on appelle une hyperinflation. L'inflation... alors l'inflation en crypto et l'inflation en économie, c'est pas du tout la même chose. L'inflation en crypto, c'est quand il y a une augmentation de jetons. Mais là l'inflation dont il parle, c'est l'inflation en économie. Ça veut dire que tous les prix augmentent. Okay, vous allez acheter une baguette, ça augmente. Vous allez acheter une bouteille d'eau, ça augmente. Vous allez acheter un paquet de riz, ça augmente, etc., etc. En fait, il y a une instabilité au niveau financier. Je parle uniquement financier. Je ne rentre pas dans la politique, je m'en fiche complètement de la politique, juste au niveau financier. Il y a une instabilité au niveau des taux, parce que vous pouvez voir que ça passe de 8 à 24 pour redescendre à 8, pour remonter à 19. Donc en fait, il y a des fluctuations et une économie, elle a besoin, pour qu'une économie fonctionne bien, les entrepreneurs, les entreprises, etc. dans une économie, il faut qu'ils puissent voir clair. Il faut que ça soit stable. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui va se passer demain. Et là, en Turquie, c'est pas du tout le cas. Déjà sur les taux, mais aussi sur la monnaie. C'est-à-dire que la nouvelle livre turque, en fait, elle est passée de 8 à 18 pour redescendre à 10, et puis maintenant, elle est à 13. Donc en fait, et ça, je parle juste du prix, du forex, en fait, si vous voulez. Je parle juste de la monnaie par rapport au dollar, de la nouvelle livre turque par rapport au dollar. Et comme il y a des grosses instabilités, et là vous ne le voyez pas, mais rien qu'aujourd'hui, quand vous avez une variation, parce qu'en fait il faudrait le regarder comme ça le graphique, hein. C'est-à-dire qu'il sort de l'écran et il repart de l'écran. En fait, quand vous avez une variation sur le forex de moins 0,40 ou de plus 0,40, déjà c'est énorme du point de vue d'une monnaie. Et donc ça, ils ont le problème des taux. Et puis il y a aussi un problème, du coup, comme ça crée de l'instabilité dans le pays, quand la monnaie elle est très basse, et ben, il y a un afflux de gens qui viennent acheter des choses chez eux. Puis quand la monnaie elle est très haute, ben, il n'y a plus personne. Et donc du coup, ça crée des problèmes dans le pays, et je parle juste au niveau de la finance. Et du coup, comme... alors, là c'est moi qui pense ça, maintenant, je vous donne juste une pensée. Et ben, en fait, j'ai l'impression que le président, il a du mal à faire en sorte que tout ça se stabilise pour avoir une stratégie, une vision. Et du coup, vu qu'il a du mal, c'est moi qui pense ça, hein, vu qu'il a du mal, j'ai l'impression qu'il cherche une solution. Parce que ça fout le bordel dans un pays. Donc je pense pas être trop loin de la vérité en disant ça, et c'est pour ça que je m'ose à le dire. Et donc du coup,
qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, il rencontre Nayib Bukele. Et donc tout à l'heure, non, là c'était il y a 2 jours, on a eu un tweet. Ce jeudi, je rends visite au président de la République de Turquie. Et il écrit ça en turc. Et puis après, il y a eu la même chose de l'autre côté. Ce qui se passe, c'est que dans l'article que j'ai trouvé, alors je sais plus où, mais dans l'article que j'ai trouvé, en fait il faudrait que je le relise, mais il disait que justement, le président, et là je cite ce qu'il disait, il disait, on peut pas exclure que ceci va changer, en parlant d'adopter une nouvelle monnaie et en parlant du Bitcoin. Et d'ailleurs, il a ajouté, donc là je le lis, il a ajouté « Les citoyens sauront que leur argent est garanti par la Banque centrale, le garant du trésor du pays. » Bon, bref, voilà, ça c'est très important. Donc aujourd'hui, vu qu'il va parler avec Nayib Bukele et le président turc, M. Erdogan, peut-être que Nayib Bukele, vu qu'il est à fond dans le BTC, et que lui, il arrive à lever ses fonds tout seul, en ne demandant plus à la communauté internationale, il va peut-être semer des graines au président turc en lui disant « Écoute, t'inquiète, il y a des solutions, appelle Nono, si tu veux 1 milliard, on va trouver comment on va faire. » En gros, voilà, c'est ça, il va pouvoir lui dire comment il fonctionne, lui, dans son petit pays. Mais attention, alors on ne sait pas si ça va être le cas, mais si ça va être mis comme une monnaie nationale, mais si c'est le cas, là, tout va changer au niveau de la crypto, parce que la Turquie, c'est pas le Salvador, hein. La Turquie, c'est quand même un grand pays qui est là dans l'histoire depuis des millénaires. Alors, je dis pas que le Salvador, c'est pas le cas, mais à l'échelle, à la grandeur et à l'échelle de la Turquie, c'est quand même assez balèze. Donc, c'est important. Donc, on attend maintenant de voir, là, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui va se passer avec le Parlement en Turquie et tout. Mais franchement, tout ça, c'est bien, c'est positif pour la crypto. Alors, j'enchaîne direct avec une news qui est directe, mais aussi grosse, et cette fois très négative, puisque je vous avais dit qu'il y allait en avoir dans les 2 sens. Et là, aujourd'hui, on a la Banque centrale, mais notez bien que à chaque fois que c'est la Banque centrale, et de tous les pays, hein, à chaque fois que c'est la Banque centrale, tout de suite, c'est négatif, c'est next, etc. Et quand c'est le président, et c'est ça que je veux vous dire, il faut mettre en corrélation la parole de la Banque centrale et la parole du président. Parce que généralement, parfois, on a des sons de cloche qui sont différents. Et là c'est l'inverse. En fait, là, c'est l'inverse de la Turquie. Parce qu'en fait, la Russie, lui, le président, il a toujours été... alors, j'irai pas jusqu'à dire favorable, mais on va dire qu'il a jamais voulu spécialement mettre des interdictions spécifiques par rapport à la crypto. Parce que la Russie, ils veulent aussi jouer un peu leur coup. Mais là, cette fois, donc, c'est la Banque centrale russe. Attention, Banque centrale et président, c'est pas la même chose. D'ailleurs, on avait vu avant, pour la Turquie, que quand il y avait des mots qui étaient très durs, ça venait de la Banque centrale turque. Et là, maintenant, c'est la Banque centrale russe qui propose d'interdire les crypto-monnaies et le minage des crypto-monnaies. Donc ça fait chier. On peut se le dire, ça fait chier, parce que la Russie, c'est un pays qui est encore plus gros et encore plus grand, et même au niveau financier. Donc là, la Banque centrale a proposé jeudi, donc jeudi c'est aujourd'hui, hein, d'interdire l'utilisation et le minage des crypto-monnaies sur le territoire russe. Alors, attention, rien n'est fait, ok? Rien n'est fait parce que ils proposent, ok? Ils n'ont pas interdit, ils proposent d'interdire. Donc il faut bien lire les mots tels qu'ils sont écrits, hein. Ils proposent d'interdire. C'est une proposition. Elle peut être acceptée ou refusée, mais c'est une proposition. Là, il y a Lysander qui dit « Les nouveaux Chinois, c'est les nouveaux Chinois, les Russes MDR, ils changent d'avis tous les 4 mois. » C'est vrai. Mais attention, là c'est ce que je disais juste avant. C'est la Banque centrale qui dit ça. C'est pas le président et c'est pas les associations, etc. Et donc du coup, il dit la Russie a plaidé pendant des années contre les crypto-monnaies, affirmant qu'elles pouvaient être utilisées pour le blanchiment ou le financement du terrorisme. Alors ça c'est les grandes phrases des banques. Généralement, c'est les banques qui disent ça comme ça. Oui, c'est pour lutter contre le terrorisme, et c'est pour lutter contre les... On veut votre bien, ok? On veut votre bien. En gros, c'est ça le discours. Et elle aura finalement accordé un statut légal en 2020. Donc vous voyez, alors elle accorde un statut légal et puis finalement elle veut les interdire. Donc là, il a raison dans le chat, Lysander. Il change d'avis tous les 4 mois. Donc c'est pour ça, cette news-là, je la mets.
Mais voilà, ils proposent d'interdire. Peut-être qu'ils jouent aussi, ils s'amusent à manipuler les cours, c'est possible aussi. Mais en tout cas, voilà, c'est bien de le savoir que maintenant il y a une proposition de la Banque centrale russe pour interdire les cryptos et le minage. Donc là, on a la Chine bis. Et c'est marrant parce que les États-Unis, eux, ils ont lâché un peu du lest par rapport à tout ça. Donc bon, à voir. Je passe assez rapidement parce que pour l'instant, il n'y a rien de fait. C'est comme ça. Après, il y a des annonces comme ça, un peu pompeuses et tout, mais il faudrait voir où ça va mener. Et en décembre, le cours du Bitcoin a chuté après que Reuters, donc Reuters c'est une agence de presse, a rapporté en citant des sources que les régulateurs russes étaient favorables à une interdiction totale des crypto-monnaies. Bon bah ça c'était en décembre et le prix avait baissé. Bah là aujourd'hui ils le disent et le prix il monte, ok. Donc vous voyez, aucun impact. Ils ont préféré potentiellement... Est-ce qu'il y a eu un impact? Je suis même pas sûr, mais ils ont préféré la Turquie que la Russie aujourd'hui. Voilà ce que je voulais vous dire au niveau de ces deux grosses news là, plus politiques et financières que réellement qui sont affectées et qui impactent directement le market. Mais voilà, c'est des choses qui viennent et c'est important. Sinon, il y a une news, et là c'était il y a 2 jours. Bon, là, comme j'avais fait aucune vidéo, je vous en parle maintenant. C'est le géant de l'informatique Intel. Et Intel, il va proposer des ASIC miniers ultra basse tension à la conférence ICC-SC. Donc en fait, là ça c'est balèze par contre. Ça, c'est du lourd. Et là, il y a Mensauer qui dit les news légales, les whales font ce qu'elles veulent. Exactement. C'est vrai, il y a aussi les cours qui peuvent être manipulés et c'est aussi en fonction des options de liquidation, etc. Et là, il y a une belle news, c'est Intel qui veut lancer qui veulent créer du matériel de minage. Et je pense qu'ils ont raison de faire ça parce qu'ils ont vu que les fabricants de matériel de minage, ils gagnent des milliards avec ça. Ils vendent des milliards et ils ont aussi vu que leurs concurrents qui créent des cartes graphiques, ils ont aussi vendu des milliards de cartes graphiques, etc. Donc là, ils ont senti le nouveau filon et du coup, ils vont créer un nouveau produit. Et le nouveau produit, en fait, c'est un ASIC minier, donc c'est pour faire du minage, mais ultra basse tension. Et ça, c'est bien que ça soit ultra basse tension, parce que ça veut dire que ça va consommer très peu d'électricité. Salut au nouvel abonné. Et en fait, c'est très important parce que aujourd'hui, ça aussi, c'est le grand argument des personnes qui sont contre la crypto et contre la blockchain. Ils disent, oh là là, mais attendez, votre truc, ça pollue. Donc ça, c'est leur meilleur argument, c'est ça. C'est, oh là là, mais attendez, mais votre truc, ça pollue. Donc non, attendez. Déjà, il y a le réchauffement climatique, vous vous rendez compte. Donc, vu que votre industrie, elle pollue, donc, vous faites du mal, et donc, ce que vous faites, c'est nul, et que donc, c'est nul, etc. Donc là, maintenant, c'est très bien, puisqu'il y a un acteur majeur, je crois que c'est le numéro 1 mondial des semi-conducteurs pour les ordinateurs, qui va créer un nouvel ASIC, mais ultra basse tension. Et là, ça va changer tout au niveau de l'électricité, et au niveau de l'électricité, mais si c'est basse tension, parce qu'aujourd'hui, le prix du minage, il est aussi lié au prix de l'électricité. Et c'est pour ça que vous avez beaucoup de matériel de minage qui se trouve dans des pays où l'électricité est pas chère. Et notamment au Groenland, enfin dans les pays comme ça du Nord et tout. Et en fait, du coup, si c'est ultra basse tension, et bah du coup, on va pouvoir avoir aussi plus de personnes qui vont pouvoir faire du minage. Et du coup, le BTC, il va pouvoir être encore plus résilient. Donc ça, c'est bien pour l'environnement, si on peut dire. Mais c'est aussi bien pour la rentabilité aussi. Et parce qu'en fait, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez acheter le matériel qui sera peut-être un petit peu potentiellement plus cher, mais du coup, vous payerez moins de frais d'électricité. Et donc, du coup, le matériel qui sera utilisé, potentiellement, il sera plus rentable. Il sera plus rentable. Et donc, s'il sera plus rentable, il y a plus de monde qui va l'utiliser. Et donc, du coup, il y aura une puissance de calcul qui sera supérieure, puisqu'il y a plus de monde qui risque de l'utiliser. Et donc, du coup, après, de toute façon, le rendement, il va toujours s'équilibrer en fonction du nombre de personnes qui minent, enfin, de la puissance de minage, et en fonction aussi des prix. Mais du coup, et ça va être bien aussi pour l'électricité, et donc ça va être plus rentable, et donc il y aura plus de monde qui va l'utiliser, donc
ça va renforcer la sécurité du Bitcoin et sa décentralisation. Donc ça, c'est bien. Là, il y a Token Invest 13 qui disent l'argument écologique n'a plus lieu d'être. Enfin, si, mais pas autant qu'avant. Il y a une étude qui est sortie qui a dit 40% du minage des cryptos se fait avec 60% d'énergie renouvelable. Et oui, et maintenant il y a le Bitcoin Green, etc. Donc, Elon Musk qui avait dit qu'il arrêtait. Bon, attention, hein, Elon Musk, c'est aussi il manipule beaucoup les prix. Et Elon Musk, il avait dit j'arrête d'accepter le Bitcoin parce que ça pollue trop. Mais bon, là, lui, il jouait son coup. Je suis sûr qu'il venait de vendre juste avant de faire son annonce. Mais ça c'est un autre sujet encore. Mais du coup, là, s'il s'en tient à ce qu'il a dit, ben, vu que, comme le dit Token Invest 13, maintenant, c'est du green Bitcoin, et que maintenant, en plus, il y aura les solutions ultra basse tension, ben là, il peut l'accepter, son Bitcoin sur Tesla, et on achètera des Tesla avec la communauté. Et salut au nouvel abonné. Ensuite, on a une belle news. Bon, ça, c'est comme d'hab. Hein. C'est news comme d'hab. Et là, on a MicroStrategy. Et en fait, le PDG, donc Michael Saylor, aujourd'hui, hein, il a déclaré que, en fait, à la télé, ils l'ont interrogé et tout. Et la télé lui ont dit, ouais, mais attendez, le prix du Bitcoin, vous voyez bien, il est au plus bas. Donc, vu que le prix du Bitcoin, il est au plus bas, monsieur Saylor, est-ce que vous allez vendre votre Bitcoin? Mais en fait, rien que la question, je me demande, juste cette question-là, je me demande ce qu'ils ont dans la tête. Parce que le B à bas, c'est on vend quand c'est haut et on achète quand c'est bas. Et pas le contraire. Et en fait, là, vous avez les gros médias, comme d'hab, qui disent ouais, mais attendez, vous avez vu le prix du Bitcoin? Il est au plus bas. Donc, bah, pourquoi, monsieur Saylor, pourquoi vous les vendez pas, vos Bitcoins? Il faut les vendre. On est au plus bas, il faut les vendre. Il faut les vendre. Donc, si moi je disais ça à la communauté, bah, il y aurait pas beaucoup de personnes qui seraient riches, malheureusement. Mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Et lui, il a dit, attendez, moi, je vends pas de Bitcoin. Je suis pas vendeur de Bitcoin. J'achète du Bitcoin et on verra plus tard. Il a répondu ça comme ça. Donc, un truc de fou. Donc, malgré la correction... Bah, c'est exactement ça, regardez, je vous le lis. Malgré la correction du marché du Bitcoin et de la cryptographie, qui a entraîné la baisse des prix de 30 à 40% de la majorité des actifs numériques sur le marché, le PDG de MicroStrategy Incorporation détient 5 milliards de dollars en Bitcoin et a déclaré que sa société ne prévoyait pas de vendre ses multimilliards empilés. En fait, c'est de vendre ses cryptos. Allez, bim, salut. Merci Michael Saylor, ça c'est un holder. Il en faudrait plus des comme ça. Et ensuite, bon voilà, j'ai une autre news et là on rentre dans le sujet que tout le monde attendait aussi dans le chat et c'est crypto.com. Donc crypto.com, ils viennent de se faire hacker. Et attention, c'est pas un petit hack, c'est un hack énorme. Et en fait, la première news, elle est venue le 18 janvier et c'est PeakShield. Donc PeakShield, c'est une entreprise qui gère la sécurité des données, tout ça. Et PeakShield, ils ont dit que crypto.com, alors attendez, je vous le mets en français, la perte de crypto.com est d'environ 15 millions de dollars, avec au moins 4,6 milliers de TH qui se sont fait hacker et qui sont partis sur la plateforme Tornado Cash. Et Tornado Cash, d'ailleurs, je vais m'y intéresser à ça, je ne connaissais pas Tornado Cash, mais en fait, Tornado Cash, c'est pour avoir des transactions anonymes. En fait, ça lave vos bitcoins ou vos cryptos. Et je ne connaissais pas, mais en fait, c'est pas parce que je veux le faire, c'est juste parce que ça m'intéresse de savoir comment ça fonctionne. Je me suis jamais intéressé à ça parce que, comme je compte pas laver du bitcoin ou j'en ai pas l'utilité, mais juste par curiosité, ça m'intéresse de savoir comment ils font pour rendre anonyme une transaction. Bon, bref, on verra à l'occasion, peut-être que je vous ferai une vidéo là-dessus. Mais du coup, là, crypto.com a perdu 4,6. Enfin, ils ont perdu 4600 ETH. Ok? Et la moitié d'entre eux sont actuellement, donc c'était il y a 2 jours, en fait, ils ont été lavés, donc ils ont lavé les cryptos sur Tornado Cash. C'est un mixeur, oui, c'est ça, Damayero. C'est un mixeur, et du coup, à la fin, bah, tu sais plus d'où ça vient, les cryptos. Mais j'aimerais bien quand même savoir techniquement, comment ça se passe. Et donc là, on a eu ça il y a 2 jours. Et donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le PDG de Crypto.com, il a admis que des centaines de comptes ont été piratés. Donc, c'est déjà bien, il l'admet, c'est cool. Et il a déclaré, du coup, qu'il y avait 400 comptes clients. Donc, si vous avez un compte Crypto.com, faites gaffe quand même. Surtout si vous en avez beaucoup. Et ça, je le dis à chaque fois, tout le temps. Mais je vais le répéter encore. Not your key, not your coin. Si vous avez un wallet sur un exchange qui est centralisé,
je vous annonce que ce ne sont pas vos crypto-monnaies, ce sont les crypto-monnaies de l'exchange. Que vous soyez sur Binance, Crypto.com, KuCoin, OKEx, Huobi, FTX, tout ce que vous voulez, si vous avez Coinbase, si vous avez un compte sur ces plateformes-là, vous déposez des cryptos, mais elles ne vous appartiennent pas, c'est pas les vôtres. C'est pas les vôtres. Au même titre qu'une banque, hein. Quand vous avez des euros dans votre banque caisse d'épargne ou autre, ou BNP, ça vous appartient pas. Ça appartient à la personne chez qui vous les mettez. Et vous avez juste un droit. Vous avez un droit, c'est tout. C'est-à-dire que vous avez un droit de les récupérer. Mais ça ne vous appartient plus. C'est pas à vous, c'est pas vous qui les avez. C'est la plateforme qui les a. Et si vous faites hacker le compte, c'est fini pour vous. Et là, en plus, là, dans ce cas-là, dans leur cas, c'est que c'est même pas de la faute des utilisateurs. Ils n'ont pas fait une erreur en perdant leur mot de passe ou quoi que ce soit. Là, c'est directement Crypto.com qui s'est fait hacker et les comptes des clients qui se sont fait dérober. Les comptes de leurs clients qui se sont fait hacker, quoi, tout simplement. Là, dans le chat, il y a... toi, Nono, tu stockes tout sur Cold Wallet. Alors, une grande partie, oui. Plus de la majorité, presque environ les 3/4 de ce que j'ai sont sur ce qu'on appelle un Cold Wallet, Ledger, pour pas faire de pub. Mais ça fonctionne de la même manière sur Trezor aussi, hein. Mais donc je réponds oui. La majeure partie, après effectivement, j'en garde un peu sur des plateformes et sur plusieurs plateformes parce que j'ai des ordres d'achat un peu partout. Enfin, j'en ai sur Binance, KuCoin, etc. Parce que je veux pas mettre Kraken aussi, j'utilise beaucoup. Je veux pas mettre tout sur une plateforme parce que si, vous voyez ce qui se passe, je préfère perdre un petit peu en connaissant les risques, mais je veux pas subir un truc comme ça. Ça doit être horrible. Et du coup, il a confirmé ça, qu'il y avait 400 comptes clients qui sont fait hacker, etc. Et que du coup, de toute façon, on les a vus, hein. Vous les avez vus là, les transactions sur Twitter, où on les voit partir sur Ethereum et tout. Mais c'est pas tout. Parce qu'en fait, il a dit que les pertes pourraient s'élever donc à 15 millions de dollars selon Peck Shield, c'est-à-dire le tweet que je viens de vous montrer là, de Peck Shield. Et en fait, Tornado Cash dit qu'il fournit des transactions anonymes non dépositaires sur la blockchain Ethereum, ce qui peut cacher la crypto qui est envoyée, ok. Interrogé sur l'ampleur des pertes, Marzalek a déclaré à Bloomberg que Crypto.com travaillait toujours sur un post-mortem. Donc pour l'instant, on ne sait pas ce qui s'est passé et il va faire un post plus tard pour dire ce qui s'est passé dans les prochains jours. Et en fait, là, c'est ce que lui il dit. Mais en fait, et c'est ce que eux ils disent. Mais quand on creuse, on s'aperçoit que c'est pas tout. Parce que les 4600 ETH, et ben en fait, on s'aperçoit que maintenant, il y a 444 BTC qui ont disparu. Sur Crypto.com, 444 BTC. Donc là, on ajoute aux 15 millions, on ajoute 444, multiplié par, ça vaut combien un BTC ? 43 100. Donc je vous fais le calcul, fois 43 100. Et donc là, on rajoute aux 15 millions, on rajoute encore 19 millions qui ont disparu. Donc c'est plus 15 millions, c'est 19 plus 15. Donc ça fait 34 millions de dollars qui ont disparu. Nono, tu sais pas le prix du BTC. Oui, mais le prix du BTC bouge tous les 5 minutes. Hein. Il bouge chaque seconde, il bouge le prix du BTC, Bernick QC. Et donc là, ça commence à devenir très grave. Et ça, il nous l'avait pas dit, qu'il y avait aussi des BTC qui s'étaient perdus. Et donc en fait, si il y a des ETH qui sont perdus et des BTC qui sont perdus, qu'est-ce qu'on va découvrir encore plus tard ? D'autres choses etc. Donc en fait, c'est chaud. C'est chaud quoi. Et là, il y a les wallets d'où ils partent. Donc ça vient de Crypto.com. Le hacker, il passe par différents réseaux, et puis après, on sait plus. En gros, c'est ça. Donc là, c'est assez chaud ce qui se passe, et j'espère, si vous êtes sur Crypto.com, faites gaffe. Surtout si vous avez beaucoup, prenez un minimum de précautions. Enfin, je dis ça, faites ce que vous voulez, mais en tout cas, sachez qu'en ce moment, il y a un hack sur Crypto.com, et à un moment, à tel point qu'ils avaient bloqué tous les... Crypto.com, la plateforme, avait bloqué tous les withdrawals, c'est-à-dire tous les retraits de crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on ne pouvait plus sortir de crypto sur Crypto.com. Ensuite, il y a une dernière news, c'est Meta, donc l'entreprise de Facebook, et ça c'est balèze aussi, hein, qui prévoit d'intégrer les NFT sur les profils Facebook et Instagram. Donc là, c'est-à-dire que si vous avez une photo de profil sur Facebook ou sur Instagram, en fait, vous allez pouvoir mettre votre NFT.
Et on voit sur Twitter, en fait, effectivement, qu'en ce moment, il y a plein de gens dans le crypto market qui mettent leur NFT en avatar pour montrer un certain statut social, etc. Moi, je m'en fiche un peu, mais voilà, mais c'est intéressant de noter, mais pourquoi ils font ça, Meta? Parce que ils ont bien vu sur OpenSea, ce que je vous ai dit hier, que là, ils ont dépassé 3,5 milliards de dollars de volume de transactions mensuelles. Donc chaque mois, il y a 3 milliards. Donc ils ont vu qu'il y avait des milliards, et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent manger un petit peu dans ce milliard-là. Enfin, dans ces milliards-là. Et donc du coup, mais voilà, mais c'est bien. Le grand public en entend parler, et on verra. Et on espère que ça se fera proprement. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, je vous propose de mettre un petit boum, un petit pouce, boum, boum, boum. Ça m'a fait plaisir. Je suis dispo sur Twitch, lien dans la description, Twitter, lien dans la description, Instagram, mais j'y vais assez peu quand même, et je suis quand même dispo sur Instagram. Salut à tous. Sur Twitch, je vais répondre à quelques questions et je vais mettre fin à la prochaine. Salut. Ciao.